Bonjour tout le monde, bienvenue aux conférences du Réseau québécois de soins palliatifs. Merci d'être présent en ligne et dans la salle. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir, en fait, c'est la conférence de la semaine passée, de vendredi, qu'on a reportée, étant donné la belle grosse tempête qu'on a eue. Cette semaine, on a la chance d'avoir Jude Cléophate, qui est un étudiant au doctorat en sciences pharmaceutiques sous la supervision de Michel Dorval et d'Herman Nabi, qui va nous parler des antécédents familiaux de cancer en soins palliatifs. C'est en fait, que pensent les intervenants et apparentés des patients décédés de cancer? Voilà, je lui cède la parole. D'accord, bonjour, bonsoir, merci beaucoup, François. Donc, je suis Jude Cléophate, en fait, je suis étudiant au doctorat en sciences pharmaceutiques et sous la supervision des docteurs Michel Dorval et Herman Nabi. Et je vais vous présenter aujourd'hui un projet qui a été réalisé dans le cadre de mon doctorat intitulé Aborder les antécédents familiaux de cancer en soins palliatifs, qu'en pensent les intervenants et les apparentés de patients décédés de cancer. La présentation se déroulera comme suit. Je vais d'abord vous présenter la problématique, l'objectif général. Je vais vous faire un état des connaissances et puis je vais vous présenter les objectifs spécifiques, la méthodologie et les résultats des deux études qui composent ce projet. Je vais vous faire un sommaire des résultats, présenter des perspectives futures et puis conclure. Les cancers héréditaires sont causés par des mutations génétiques constitutionnelles qui peuvent se transmettre d'une génération à l'autre. Et ces cancers peuvent être associés à des antécédents familiaux significatifs. À partir des antécédents familiaux, il est possible d'identifier les individus potentiellement à risque de cancer. Et toutefois, on a remarqué que ces antécédents ne sont pas collectés de façon systématique dans la trajectoire des soins. Les soins palliatifs peuvent donc représenter la dernière opportunité pour discuter des antécédents familiaux de cancer avec les patients en fin de vie et pour collecter du matériel biologique à des fins de tests génétiques. Les stratégies de prévention peuvent être offertes aux personnes qui sont identifiées à risque. Et de nos jours, l'identification au sein des familles des mutations génétiques prédisposant au cancer est devenue de plus en plus pertinente avec le développement de nouvelles molécules qui permettent d'améliorer la survie des patients porteurs de mutations génétiques et à un stade avancé de leur maladie. Donc, vu les bénéfices de santé associés et le caractère familial de l'information génétique, il s'est révélé pertinent pour nous de recueillir le point de vue des intervenants en soins palliatifs et des apparentés de patients décédés de cancer au sujet des enjeux susceptibles d'être associés à la considération des antécédents familiaux de cancer en fin de vie et enjeux qui ont été jusqu'ici peu explorés. Donc, l'objectif général de notre projet a été de mieux comprendre les enjeux associés au fait d'aborder les antécédents familiaux de cancer en fin de vie. Que nous dit la littérature en lien avec notre sujet? Tout d'abord, en ce qui a trait aux différents types de cancers, on peut distinguer trois types de cancers. Les cancers sporadiques qui représentent la majorité des cancers qui surviennent en général et qui sont dus à des mutations qui surviennent au cours de la vie suite à des agressions endogènes ou exogènes à la cellule. Il y a ensuite les cancers héréditaires qui représentent 5 à 10% de plusieurs types de cancers et qui sont dus à des mutations de forte pénétrance. On distingue aussi les cancers familiaux qui représentent environ 15 à 20% de plusieurs types de cancers et qui sont dus même à des mutations moins pénétrantes qu'avec les cancers héréditaires. Donc, au total, ce serait environ 30% de plusieurs types de cancers qui seraient associés à une composante héréditaire. Selon les données de la Société canadienne du cancer, pour l'année 2019, 220 400 nouveaux cas de cancer étaient attendus au Canada en général. Donc ici, j'ai listé les cancers qui sont le plus souvent associés à une composante héréditaire. Le total du nombre de nouveaux cas qui sont associés à ces cancers serait 105 300 pour l'année 2019. Si nous faisons l'hypothèse que 30% de ces cancers sont associés à une composante héréditaire, il s'agirait environ de 32 000 individus et familles qui seraient éligibles à une prise en charge adaptée à une éventuelle prédisposition à l'un de ces cancers. Les syndromes cancéreux héréditaires peuvent être reconnus à partir d'éléments caractéristiques de l'histoire familiale. Tout d'abord, c'est l'âge précoce au diagnostic, moins de 50 ans. Dans la même lignée parentale, la survenue de plusieurs cancers du même type ou de cancers liés génétiquement, sein ouvert par exemple. La survenue de cancers sur plusieurs générations dans une même famille, plusieurs cancers primaires chez
chez une même personne ou chez plusieurs personnes au sein d'une même famille. La bilatéralité des cancers impliquant les organes pairs, les ovaires, les seins. Et l'ascendance juive en ce qui a trait au cancer du sein et de l'ovaire, et puis le regroupement de cancers rares dans une seule famille. Il existerait plus de 200 syndromes cancéreux, et particulièrement le cancer du sein et le cancer de l'ovaire peuvent se retrouver associés à plusieurs de ces syndromes. Pour le cancer du sein, on peut parler du syndrome sein-ovaire ou bien du syndrome de lymphoménie. Pour le cancer du côlon, on pourrait parler du syndrome de Lynch particulièrement. Avoir des antécédents familiaux de cancer ou être porteur d'une mutation augmente ses risques de développer un cancer. Ainsi, un individu ayant un apparenté au premier degré atteint de cancer colorectal ou du sein a un risque relatif supérieur à 2 de développer l'un de ces cancers. Puis, les porteurs de mutation BRCA1 ont un risque à vie de cancer du sein de 40 à 87%. Pour les porteurs de mutation MLH1, MSH2, ils auraient un risque de cancer colorectal de 74% à 70 ans. Des mesures préventives peuvent être offertes aux personnes identifiées à risque. On peut offrir un dépistage précoce ou bien une surveillance plus rapprochée qu'avec la population non à risque. Ensuite, on peut offrir également des interventions prophylactiques à type de chirurgie préventive ou bien une pharmacoprévention. En ce qui a trait à la recherche de prédisposition familiale au cancer dans la trajectoire des soins, il faut dire que la collecte des antécédents familiaux de cancer représente un critère de qualité reconnu et il est également recommandé de tester d'abord une personne déjà atteinte de cancer dans une famille. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a observé de faibles taux de documentation de l'histoire familiale dans la trajectoire des soins, et également un faible taux de référence en oncogénétique des personnes qui y seraient admissibles. Donc, les personnes atteintes de cancer se retrouvent en fin de vie sans une évaluation préalable de leur histoire familiale et non plus de leur admissibilité au test génétique. Autres enjeux associés à la considération en fin de vie des antécédents familiaux de cancer et du test génétique, du point de vue des intervenants et des familles, ont été peu explorés jusqu'à présent. En ce sens, nous avons conduit ce projet qui avait pour objectif spécifique de recueillir d'une part le point de vue des intervenants et d'autre part celui des apparentés sur les enjeux associés au fait d'aborder les antécédents familiaux de cancer. Ces objectifs correspondent à 2 volets de l'étude du projet Épilogue, qui est un plus gros projet qui a été financé par le FRQS, la Direction générale de cancérologie, consécutivement à un projet pilote qui a été financé lui-même par l'ERMOS. Donc, ce projet Épilogue comporte un 3e volet qui a consisté à réaliser une analyse des enjeux éthico-légaux associés à la considération des antécédents familiaux de cancer en fin de vie. Donc, l'étude 1 a concerné la perception des intervenants en soins palliatifs et cette étude a fait l'objet d'une première publication en 2019 dans la revue Palliative Médecine. Le rationnel à la base de cette étude, c'est que selon les données de la littérature, on s'est rendu compte que des discussions étaient possibles en soins palliatifs concernant le caractère héréditaire des cancers. Avec la médiatisation des progrès de la génétique et la sensibilisation croissante des familles à la composante héréditaire des cancers, ces discussions risquent de devenir de plus en plus fréquentes. Et la fréquence actuelle de ces discussions est inconnue. Et nous avons également pu recueillir peu de données sur la perception des intervenants en tant que tels en soins palliatifs sur le fait d'aborder les antécédents familiaux de cancer en fin de vie. Les études que nous avons retrouvées ont été conduites au sein de petits échantillons, avec aussi, en général, le plus souvent, au sein avec une seule catégorie d'intervenants. Et l'emphase a été mise sur l'intégration de services génétiques directement en soins palliatifs et nous avons retrouvé très peu de données en ce qui a trait au Québec. Donc, l'objectif de l'étude 1 a été de recueillir le point de vue des intervenants en soins palliatifs sur les enjeux associés au fait d'aborder les antécédents familiaux de cancer dans un contexte de fin de vie. En ce sens, nous avons conduit une enquête transversale qui visait les intervenants impliqués dans la prestation de soins de fin de vie, les bénévoles, les intervenants spirituels, les musicothérapeutes, zoothérapeutes, techniciens en loisirs, gestionnaires et chercheurs sans tâche clinique qui n'étaient pas visés par cette étude. On a utilisé un questionnaire qui a été élaboré à partir des informations fournies par des intervenants en soins palliatifs eux-mêmes lors d'entrevues semi-structurées.
et ce questionnaire a été pré-testé auprès de 6 intervenants. Donc, ce questionnaire comporte 6 sections thématiques. La première porte sur la fréquence, la pertinence et la faisabilité des discussions relatives aux antécédents familiaux de cancer, les facteurs facilitants de cette discussion, les connaissances et compétences nécessaires, les rôles attendus des intervenants. La 5e section, c'était les besoins des intervenants en termes d'information sur les enjeux éthiques, et la 6e sur les besoins de formation des intervenants. Une échelle de Likert a été proposée aux intervenants, aux répondants, pour indiquer la pertinence, l'importance ou, selon eux, leur degré d'accord avec les items qui étaient proposés, les énoncés. Pour les sections de 2 à 5, il a été également demandé aux intervenants d'identifier le facteur qui était le plus important parmi les énoncés qui étaient proposés. Donc, la collecte de données s'est réalisée entre novembre 2016 et juillet 2017. Le questionnaire a été rendu accessible à partir d'un lien qui a été inséré dans une lettre d'invitation et qui a été envoyée aux participants au congrès de 2015 et de 2017 de l'Association québécoise de soins palliatifs. Et en ce qui a trait aux analyses statistiques, nous avons calculé des statistiques descriptives pour apporter les variables continues et catégorielles. Et puis, les scores sur l'échelle de Likert ont été dichotomisés. Un score de 1 à 4 signifiait que l'item n'était pas pertinent du tout, à plus ou moins pertinent. Et un score de 5 à 7 signifiait que l'item était pertinent à extrêmement pertinent. On a utilisé le logiciel SAS pour réaliser les analyses. En ce qui a trait aux résultats, la lettre a été envoyée à 1191 participants au congrès de 2015 et 2017. 730 étaient potentiellement éligibles à l'étude. 98 ont répondu au questionnaire, un taux de 13%. Et finalement, 94 ont été retenus pour les analyses. C'était en majorité des femmes, 87%, des médecins et des infirmières, travaillant dans différents milieux de soins palliatifs avec une légère prédominance pour les maisons de soins palliatifs. Ils étaient âgés en moyenne de 46 ans, 12 années d'expérience, et puis consacraient 22 heures en moyenne par semaine aux soins palliatifs. Questionné sur la fréquence des discussions relatives aux antécédents familiaux de cancer, 2 tiers des intervenants nous ont rapporté avoir discuté de ces antécédents au moins une fois au cours de la dernière année. La presque totalité des médecins et le 3/4 des travailleurs sociaux nous ont rapporté avoir eu cette discussion au moins une fois. Soulignons que le quart des médecins ont dit avoir eu ce genre de discussion plus de 5 fois au cours de la dernière année. En ce qui a trait à la perception de pertinence et de faisabilité de ces discussions, 63% des intervenants ont jugé ces discussions pertinentes et 53% les ont considérées comme faisables en soins palliatifs. Une plus forte proportion de médecins et d'infirmières les ont considérées comme pertinentes et une plus forte proportion de médecins et de travailleurs sociaux les ont considérées comme faisables en soins palliatifs. En ce qui a trait aux facteurs facilitants de cette discussion, 32% des intervenants ont identifié l'accès à des professionnels spécialisés pour s'informer comme le facteur facilitant le plus important des discussions relatives aux antécédents familiaux de cancer. Viennent ensuite l'encadrement des discussions par des protocoles ou des lignes directrices et la connaissance des ressources spécialisées vers qui diriger les patients et leurs familles. En ce qui a trait aux connaissances requises, 53% des intervenants ont identifié les connaissances de base sur les cancers héréditaires et familiaux comme le type de connaissance le plus important à avoir pour discuter de ces antécédents. En ce qui a trait au rôle des intervenants, 47 et 26% des intervenants ont identifié respectivement le fait d'être à l'écoute du patient qui soulève des questions relatives à ses antécédents familiaux de cancer et le fait de soutenir les familles en les orientant vers les ressources appropriées, comme les principaux rôles attendus des intervenants dans le cadre d'éventuelles discussions en lien avec l'héritabilité des cancers. En ce qui a trait au sujet à composante éthique, 50% des intervenants ont identifié leurs droits et leurs devoirs en lien avec les questions d'antécédents familiaux de cancer comme un sujet à composante éthique au sujet duquel ils aimeraient être renseignés. On les a questionnés aussi sur leur niveau de connaissance en lien avec la génétique des cancers. 31% nous ont rapporté avoir un très bon niveau de connaissance là-dessus. Ils ont manifesté un grand intérêt pour de la formation sur les cancers héréditaires, les possibilités de prévention et les enjeux éthiques et légaux associés. En résumé, pour la première étude, la majorité des intervenants ont dit avoir été interrogés par les familles et les patients au sujet de l'héritabilité des cancers. Et puis, ils ont perçu en général cette discussion comme pertinente et faisable.
Ils ont manifesté un besoin de formation et d'information sur les cancers héréditaires, les ressources en oncogénétique et les enjeux éthiques locaux associés aux discussions portant sur les antécédents familiaux de cancer. Cette première étude détient des forces et des limitations. Nous avons tout d'abord la diversité des intervenants et la stratégie utilisée pour élaborer le questionnaire, selon notre avis, constitue une force de cette étude, des forces de cette étude. Toutefois, la représentativité inconnue et la petite taille de l'échantillon, de même que le faible taux de réponse, limite notre capacité à généraliser les résultats obtenus. En conclusion, les intervenants en soins palliatifs seraient plutôt favorables aux discussions sur les antécédents familiaux de cancer, répondre à leurs besoins en lien avec cette discussion, contribueraient à une prise en charge éventuellement adaptée des patients et des apparentés en lien avec le caractère héréditaire des cancers. L'étude 2, qui a concerné la perception des apparentés de patients décédés de cancer, a également fait l'objet d'une publication dans la revue European Journal of Human Genetics en 2019. On s'est rendu compte que, en fait, les principaux bénéficiaires des discussions relatives aux antécédents familiaux de cancer, c'est les apparentés. Or, des effets psychologiques néfastes ont été anticipés, notamment par les intervenants, pour les apparentés consécutivement à de telles discussions. Et le point de vue des apparentés et leurs expériences n'ont pas été documentées. Leurs expériences en lien avec des discussions relatives aux antécédents familiaux de cancer n'ont pas été documentées jusqu'à présent. Donc, l'objectif de la deuxième étude a été de documenter le point de vue des apparentés de patients décédés de cancer en soins palliatifs sur le fait d'aborder les antécédents familiaux de cancer en famille. Dans ce cas-ci, nous avons réalisé des groupes de discussion focalisés. Et ces groupes de discussion s'adressaient aux apparentés du premier degré de patients décédés de cancer en soins palliatifs avant 71 ans. On a utilisé deux stratégies de recrutement. On a cherché, à travers les listes de suivi de deuil de 2015 et de 2016 de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant Jésus et de Palliaide également, des potentiels participants. La deuxième stratégie a consisté à envoyer un courriel d'invitation aux employés du CHUT Québec à travers leur liste de diffusion. Donc, pour conduire cette discussion, on a élaboré un guide et ce guide comporte trois sections. La première porte sur la connaissance des apparentés des risques associés aux antécédents familiaux et leurs expériences avec le diagnostic de cancer dans leur famille. La deuxième section porte sur les expériences et les attentes des apparentés vis-à-vis des discussions relatives aux antécédents familiaux de cancer et leur perception. La troisième section porte sur leur perception concernant les prélèvements d'ADN et à des fins de tests génétiques ou de conservation dans une biobanque en fin de vie. Donc, on a réalisé deux groupes de discussion à Québec en juin 2017. Ces discussions ont été conduites par une modératrice expérimentée dans une salle pourvue de matériel audiovisuel, de systèmes d'enregistrement et de miroirs santin. Puis les discussions ont été enregistrées sur bande audio et vidéo, et puis on a fait une transcription intégrale également de cette discussion. Les groupes ont duré 90 et 120 minutes respectivement, et puis une compensation a été offerte, une compensation financière a été offerte aux participants. Pour les analyses, pour réaliser l'analyse des données qui ont été recueillies, on a constitué d'abord un cadre d'analyse à partir des thèmes, principalement des thèmes qui ont été discutés lors des groupes. Et puis, on a fait, moi-même et le docteur Anna Marin, nous avons réalisé une analyse thématique de façon séparée. Avec une approche inductive, on a pu ajouter de nouveaux sous-thèmes au cadre d'analyse initiale. Et puis, les différences de codification ont été résolues par consensus. Donc, 82 participants ont pu être identifiés dans les milieux, 80 ont pu être contactés. L'équipe de recherche a pu contacter 34 parmi eux. 17 ont été retrouvés admissibles, 4 se sont retirés ou ont abandonné l'étude. Et finalement, il y a eu 13 participants au groupe de discussion. Ils étaient âgés en moyenne de 30 à 57 ans, et puis c'était en majorité des femmes encore. Puis des fils, ils étaient fils ou filles du patient décédé. Pour 7 d'entre eux, le décès est survenu plus de 5 ans avant la réalisation des groupes de discussion. En ce qui a trait aux apparentés eux-mêmes, 7 d'entre eux sont décédés avant l'âge de 60 ans et 4 d'entre eux sont décédés de cancer du sein
de l'ovaire et du côlon. Ce sont des cancers qui sont reconnus, plus ou moins reconnus pour le caractère héréditaire et pour lesquels des tests génétiques sont offerts couramment de nos jours. En ce qui a trait à la connaissance des apparentés de la composante héréditaire des cancers, du caractère héréditaire des cancers, on s'est rendu compte que la majorité des apparentés étaient au courant des risques associés aux antécédents familiaux de cancer. Une participante de 31 ans nous a rapporté que ça a été plus que quand ma mère a eu son cancer, surtout que ma soeur, ça l'a suivi pas longtemps après. Donc on s'est dit, il y a quelque chose. Puis là, on voulait savoir si c'était génétique. Ce qui a trait aux expériences des apparentés avec le cancer dans leur famille, le cancer a représenté une source d'inquiétude et ces inquiétudes ont surtout été ressenties après le décès de leurs proches. Une participante de 41 ans nous a dit ce qui suit. Je pense que l'inquiétude vient automatiquement quand il y a un cancer dans la famille, en sachant qu'il y a de plus en plus de cas de cancer, de plus en plus de cas de soins palliatifs. Je pense que ça inquiète de plus en plus de gens. Ce qui a trait aux expériences des apparentés en lien avec la discussion sur le caractère héréditaire des cancers, ils ont rapporté n'avoir jamais eu ce genre de discussion en soins palliatifs. Toutefois, ils en ont discuté au sein de leur famille, des fois même avec le patient qui est en train de décéder avant son décès. Ils en ont discuté avec le médecin de famille, le médecin traitant de leurs proches lors des traitements et avec leur médecin de famille après le décès de leurs proches. Puis, en soins palliatifs, ça n'a jamais été discuté ou abordé. Je n'ai jamais posé la question. On ne m'en a pas parlé non plus. Nous a rapporté un participant de 37 ans dont le père est décédé du cancer colorectal à 63 ans. Maintenant, la perception des apparentés des discussions relatives aux antécédents familiaux de cancer. Ils ont jugé que ces discussions en soins palliatifs n'étaient pas appropriées. Ils sont quand même restés ouverts à une brève notification sur le sujet, particulièrement pour les cancers reconnus pour leur caractère héréditaire. Je ne pense pas que ça aurait été un moment. C'est un moment qui est très émotif, les soins palliatifs. Tu es plus là pour la personne qui est en train de décéder. Nous a confié une participante de 30 ans dont la mère est décédée du cancer du sein à 54 ans. Donc, les apparentés préféreraient discuter d'antécédents familiaux de cancer après le décès de leurs proches avec une ressource spécialisée au moment du diagnostic ou en parallèle avec les traitements. D'avoir une rencontre suite au décès avec soit un oncologue ou quelqu'un qui se connaît ça. Parce que les médecins de famille, excusez, ils ne connaissent pas ça. Il nous a confié une participante de 35 ans dont le père est décédé d'un cancer gastrique à 60 ans. Le test génétique à la demande du patient en fin de vie a également été considéré comme approprié. Ça vient de notre proche qui s'en va. Moi, je vois ça comme si c'était un cadeau qu'elle nous fait, un legs d'informations qu'elle nous fait à propos d'elle. Nous a dit une participante de 57 ans dont la fille est décédée d'un neuroblastome à 5 ans. La conservation d'ADN a également été jugée, la conservation d'ADN dans une biobanque a également été jugée appropriée. 100% d'accord, nous a déclaré une participante de 41 ans. J'ai eu à passer un test génétique et j'ai eu à signer et à courir après mon père pour avoir l'autorisation parce que lui était l'exécuteur testamentaire. D'aller fouiller dans les prélèvements sanguins de ma mère pour voir la descendance, alors que si on avait eu ça, l'ADN conservé, ça aurait été aussi simple. En résumé, pour les apparentés, le cancer, la survenue de cancer dans leur famille a représenté une source d'inquiétude. Ils n'ont jamais discuté des risques associés à leurs antécédents familiaux de cancer en soins palliatifs. Ils préféreraient en discuter en dehors des soins palliatifs, avant le décès, avant l'arrivée en soins palliatifs ou bien après le décès. Le test génétique et la conservation d'ADN dans une biobanque ont été jugés appropriés. Ce qui a trait aux forces de cette étude, il faut dire que c'est la première étude à avoir recueilli le point de vue des apparentés sur un tel sujet. Le choix de l'approche qualitative a été approprié pour explorer un sujet qui n'a pas encore eu au sujet duquel il n'a pas encore eu d'études. Ensuite, cette étude a permis le recueil de perspectives d'apparentés ayant fait l'expérience de divers types de cancers dans leur famille. Le double codage qui a été réalisé nous assure d'une bonne validité interne de nos résultats. Toutefois, on n'est pas sûr, c'est possible, c'est fortement possible que nous n'ayons pas atteint la saturation des données. Et puis, la majorité
de nos participants sont issus du milieu de la santé. Ce n'est pas forcément représentatif de la population des apparentés québécois. Et puis, vu que les expériences de cancer sont survenues il y a plusieurs années, il y a un risque quand même de biais de rappel. En conclusion, il faut dire que selon les données que nous avons recueillies, les soins palliatifs ne seraient pas le meilleur moment pour discuter en profondeur du caractère héréditaire des cancers avec les apparentés, mais il y a quand même une ouverture à une belle identification sur le sujet. Il faudrait discuter de ces antécédents du caractère héréditaire des cancers selon les préférences individuelles des apparentés. Les principaux résultats sont les suivants, c'est que les discussions sur les antécédents familiaux de cancer seraient pertinentes, faisables et relativement fréquentes selon les informations fournies par les intervenants. Il y aurait également besoin de formation des intervenants sur les cancers héréditaires et les enjeux éthiques et illégaux associés. Les apparentés n'auraient pas eu d'expérience de discussion sur le caractère héréditaire des cancers en soins palliatifs. Ils préféreraient en discuter en dehors du contexte de la fin de vie. Avec cette étude, nous avons pu produire de nouvelles données sur la fréquence, la pertinence, la faisabilité des discussions relatives aux antécédents familiaux de cancer. Cette étude suggère également un besoin de dissémination des connaissances auprès des intervenants dans divers milieux de soins sur les cancers héréditaires. Ces études suggèrent également un besoin de sensibilisation des familles à la pertinence et aux bénéfices de la considération des antécédents familiaux de cancer en fin de vie. Les prélèvements en fin de vie et prélèvements de matériel génétique en fin de vie et leur conservation dans une biobanque serait une alternative aux discussions en fin de vie sur le caractère héréditaire des cancers, attendu que le contexte de la fin de vie n'est pas pas toujours propice à ce genre de discussion. Et si des discussions de ce genre devraient se tenir en soins palliatifs, il y aurait un besoin également de développer ou d'intégrer des compétences en support psychosocial et adaptées à la communication de l'information génétique. À l'avenir, il faudrait donc développer des stratégies éducatives à l'endroit des intervenants en soins palliatifs sur les cancers héréditaires et les enjeux associés, conduire de nouvelles études auprès des patients eux-mêmes, des intervenants et des apparentés sur le même sujet, et probablement aussi développer des outils et des lignes directrices pour aborder, collecter les antécédents familiaux de cancer, évaluer le risque de cancer et orienter efficacement les familles vers les ressources appropriées. En conclusion, ce projet de recherche a permis la mise en lumière d'enjeux associés aux discussions relatives aux antécédents familiaux de cancer en fin de vie. Discuter du caractère familial des cancers en soins palliatifs serait une opportunité d'étendre la médecine personnalisée aux soins palliatifs et de mettre à profit les avancées qui ont été réalisées dans la génomique, dans l'identification de mutations délétères et la mise en commun des perspectives des patients, des apparentés et des intervenants en soins palliatifs, jointe à la mise en œuvre de balises éthiques et légales et de stratégies éducatives pourrait conduire à l'émergence de nouvelles pratiques en soins palliatifs. Nous tenons à remercier toute l'équipe de recherche qui a contribué à ce projet. Nous remercions également l'Association québécoise de soins palliatifs, les intervenants et les apparentés qui ont participé, qui ont donné de leur temps pour participer à cette étude. Nous tenons à remercier l'ERMOS qui a financé le projet pilote, qui a donné jour au projet EPILOTE, qui a été financé par le FRPS, la Direction générale de cancérologie du Québec. Moi-même, j'ai bénéficié de bourses du Fonds d'enseignement et de recherche de la faculté de pharmacie, du Centre de recherche sur le cancer de l'Université Laval, de la chaire de recherche en soins palliatifs de l'Université Laval, du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, et du Fonds de recherche du Québec, Santé FRPS. Nous avons également bénéficié du soutien technique du Réseau Rose. Je vous remercie de votre temps et de votre attention.